Ta femme t'a dit qu'elle veut te quitter et toi, maintenant, t'es sous le choc et t'arrives pas à penser à autre chose. Si tu vas sur Internet, tu vas trouver en général trois gros conseils que moi je trouve particulièrement mauvais, soit parce que ça va aggraver ta relation de couple et ton mariage, soit tout simplement parce qu'en fait c'est une voie difficile à mettre en place. En général, ils vont te dire soit de travailler sur toi-même afin de devenir irremplaçable, ou alors ils vont te dire d'apprendre à contrôler tes émotions, pouvoir lui donner de l'espace. Et il te donne aussi un troisième conseil que je vais te révéler à la fin. Et donc, particulièrement si tu es un musulman dans un mariage à haut revenu, ça, c'est quelque chose qui risque d'aggraver ta situation. Donc, les raisons pour lesquelles je pense que c'est pas du tout une bonne idée, première des raisons, c'est que ça va peut-être la ramener. Ces conseils, ils ont été construits justement pour ramener le partenaire. Mais quelle relation ensuite? Si ta femme, elle a voulu partir, eh ben honnêtement, c'est probablement que ta relation, elle était pas géniale. Donc voilà, et si c'est pour avoir une relation pourrie ensuite, c'est pas le but. L'autre raison, c'est que souvent, ils vont te faire concentrer avec ces conseils-là sur des choses qui sont pas prioritaires, ce qui veut dire que tu vas faire des efforts inutiles et ça peut même faire que tu te démotives et qu'au final, tu la ramènes jamais. Un autre point qui est un peu similaire, mais c'est que c'est la voie difficile. En fait, on verra qu'il y a des manières beaucoup plus faciles de ramener ta femme. Et enfin, la question, c'est est-ce que c'est vraiment compatible avec l'islam, tout ça? Et est-ce que c'est même compatible avec les mariages à haut revenu? Et donc, si tu es toujours là, c'est probablement que tu as travaillé pendant des années, tu étais occupé soit par ton entreprise, soit par ta carrière, tu as travaillé pour ta famille, et maintenant, que tu arrives enfin à retrouver un peu de stabilité ou que tu penses que tu vas bientôt retrouver cette stabilité, tu es en train de perdre toute ta famille, tu vas tout perdre. Ta femme, tes enfants, ta maison, ta fortune. Et donc, c'est aussi l'occasion pour moi de dire que si tu n'es pas encore dans cette situation, tu le seras probablement demain. Et donc, investir dans ta famille, c'est ta priorité numéro 1. Donc, faut que tu agisses maintenant. La prévention, ça vaut toujours mieux que la réparation. Donc, à ce moment-là, tu peux regarder cette vidéo. Mais évidemment, cette vidéo, elle a été faite surtout pour ceux dont la femme veut partir alors qu'ils sont dans un mariage musulman à haut revenu. Je précise tout de suite que cette vidéo, elle n'est pas pour toi si tu es dans un mariage où ta femme, elle t'a évité depuis le début. Et donc, des fois, il y a ces cas-là. Tu as des femmes qui sont évitantes depuis le début du mariage et toi, tu l'as poursuivi depuis le début du mariage. Si c'est le cas, c'est pas une vidéo pour toi. Je ferai peut-être une vidéo pour ce cas de figure. Dites-moi si c'est nécessaire en commentaire. Mais en général, de mon expérience, dans les mariages à haut revenu, particulièrement chez les musulmans, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est la femme qui poursuit pendant des années et quand elle en a marre, elle finit par quitter le navire et là, c'est le mari qui fait en sorte de la récupérer. Ensuite, cette vidéo, elle est pas pour toi également s'il y a eu tromperie. Les cas de tromperie, c'est des cas aggravants, donc il y a des choses à faire en plus et des choses à faire différemment. Donc si c'est le cas, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Et enfin, cette vidéo, elle va se concentrer sur les erreurs courantes, donc sur ce que tu ne dois pas faire avant de te parler des solutions. J'aurais bien aimé faire une vidéo dans laquelle je parle de toutes les solutions, mais je me suis rendu compte que ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc au lieu de ça, je vais me concentrer sur les erreurs courantes. Et dans une autre vidéo, Inch'Allah, je parlerai des solutions en te disant exactement étape par étape ce que tu dois faire. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu dois zapper cette vidéo. Regarde bien cette vidéo parce que je vais poser toutes les bases de pourquoi est-ce que tu es dans cette situation, pour que tu comprennes les grands principes, pour que tu puisses même déjà commencer à agir. Bien que pour toutes les étapes par étape avec précision, je ferai une autre vidéo dans laquelle je te montrerai exactement ce que tu dois faire d'après l'état de la recherche scientifique actuelle selon mes recherches. Avant toute chose, je vais t'expliquer la base de pourquoi toi et ta femme vous en êtes arrivés là. Donc ça ici, ce que tu vois à l'écran, c'est bébé Mehdi. N'importe quel petit bébé qui naît au monde et automatiquement il a ce qu'on appelle un instinct d'attachement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que naturellement il cherche la connexion à d'autres êtres humains depuis la naissance. Ça c'est un instinct de survie parce qu'un bébé, si tu n'as pas quelqu'un autour de lui pour s'occuper de ses besoins, qu'est-ce qui se passe? Il meurt parce que il peut pas être nourri, il peut pas se nourrir lui-même. Il peut pas s'habiller lui-même, il peut pas faire toutes ces choses-là nécessaires pour sa survie lui-même. Donc, bébé Mehdi, il naît avec un instinct d'attachement. Automatiquement, ça veut dire que bébé Mehdi, il a une peur naturelle qui est la peur de l'isolement et la peur de la séparation. Maintenant, cette peur de l'isolement et de la séparation, elle se distingue en deux types de peurs généralement. Il y a la peur du rejet. Pourquoi la peur du rejet? Parce que tout simplement, une des manières dont tu peux finir seul et séparé, c'est si tu vas vers le groupe et que le groupe ne t'accepte pas et te rejette. Donc, naturellement, il y a une peur du rejet. Et une autre chose qui peut mener à la séparation et à l'isolement, c'est l'abandon.
Donc tu ne vas pas vers le groupe, tu ne fais rien et en fait le groupe ne t'accorde pas d'importance et finit par te laisser tout seul. Donc typiquement chez l'être humain, il y a deux peurs de la séparation ou deux peurs de l'isolement, soit la peur du rejet, soit la peur de l'abandon. Et ensuite, il faut savoir que ces peurs-là, elles se retrouvent chez tout le monde. Il n'y a pas une personne dans le monde qui n'a pas du tout peur du rejet, pas du tout peur de l'abandon. Toute personne qui se fait rejeter, par exemple, par 1 million de personnes, finira forcément très mal, voire même traumatisée. Et toute personne qui finit totalement abandonnée et finit seule au monde, en sachant qu'il n'y a personne autour de lui, finira probablement traumatisée. Ça, c'est une peur qui existe chez tout le monde. Mais chez certaines personnes, il y a une peur du rejet qui prend le dessus sur la peur de l'abandon. Et donc ces personnes-là, en général, pourquoi elles finissent évitantes? Parce que comme elles ont peur de se faire rejeter, elles n'essayent jamais d'aller vers les autres. Et donc elles s'engagent jamais. Et elles font plein d'efforts pour ne pas avoir à prendre le risque d'aller vers l'autre. Et il y a des personnes qui ont une peur de l'abandon plus forte que la peur du rejet. Ça fait des gens qui sont poursuivants. Pourquoi poursuivants? Parce qu'en fait, comme ils ont plus peur d'être abandonnés que d'être rejetés, et c'est insupportable pour eux de ne pas essayer de créer la connexion avec l'autre. Donc ils sont tout le temps en train de poursuivre. Donc ceux qui ont plus une peur du rejet, ils sont quoi? Ils sont plus évitants. Et ceux qui ont plus une peur de l'abandon, ils sont plus poursuivants. Et ça, dans les relations de couple, ça fait des cycles. Et donc c'est pour ça qu'il y a des conflits dans ton couple, et si tu en es là aujourd'hui, c'est probablement qu'il y a ce type de conflit depuis des années et que toi et ta partenaire, vous n'avez rien fait pour en sortir. Et donc le cycle, il ressemble tout le temps à ça. Il y a une action, cette action, ça va être un stimuli en fait pour ton partenaire. C'est une action de ta part qui va créer chez ton partenaire une insécurité, donc en fait ça va juste réveiller sa peur de l'abandon, sa peur du rejet. Par exemple, je sais pas... toi, tu te concentres sur ton travail et tu te concentres pas sur ta femme, automatiquement, ça va réveiller sa peur de l'abandon. Cette peur de l'abandon, cette insécurité, dans les couples insécures, les personnes ils ont du mal à le partager avec l'autre, ce qui fait qu'en fait, au lieu de partager leur insécurité de manière normale, ils vont le partager soit mélangé avec de la colère, soit ils vont même pas le partager, ils vont tout simplement se mettre en colère. Et donc, colère, ça peut être d'autres émotions, ça peut être aussi de la frustration, de l'agacement, du remords parfois. Donc ça peut être d'autres émotions, c'est ce qu'on appelle des émotions secondaires. Et j'en parle plus en détail dans une autre vidéo. Donc vous pouvez aller voir mes autres vidéos pour que je vous donne plus de détails. Le but, c'est pas que j'aille au fond des choses ici. Et donc ces émotions secondaires, elles vont déclencher une réaction. Par exemple, elle va te critiquer ou elle va te crier dessus. Et en fait, cette réaction, ça va devenir aussi un stimuli qui va déclencher ta propre insécurité, ta propre peur, soit du rejet ou de l'abandon, qui à ton tour va te faire déclencher une émotion secondaire. Ça peut être de la colère, de l'agacement, de la frustration, de la défensive, ça peut être des émotions dans le genre, qui vont à leur tour déclencher une réaction chez toi. Par exemple, tu vas arrêter de parler, ce qui va être de nouveau un stimuli pour la peur, soit du rejet, soit de l'abandon de ton partenaire. En fait, vous vous retrouvez dans une boucle où plus ça continue, plus vous vous retrouvez distants les uns des autres. Et ça fait une relation insécure. Et donc ça donne des couples comme Sabrina et Mohamed que je vous montre à l'écran. Donc là, on prend un exemple typique. Sabrina et Mohamed, c'est un couple musulman à haut revenu. Mohamed, il est très occupé par le travail, par ses investissements, par son entreprise, sa carrière, peu importe. Et Sabrina, bien sûr, elle a une peur de l'abandon. Et donc cette peur de l'abandon, ça fait que elle a ce qu'on appelle un attachement anxieux et donc elle est poursuivante, comme j'ai expliqué. Pourquoi elle est poursuivante? Elle a peur d'être abandonnée, donc elle a besoin de chercher la connexion. Pour elle, c'est plus dur de rester sans rien faire et d'attendre que de chercher la connexion parce que même si quand elle cherche la connexion, Mohamed la rejette, c'est mieux pour elle de se faire rejeter que de prendre le risque de se faire abandonner. Donc la peur de l'abandon, ça fait que ça devient une poursuivante et elle poursuit Mohamed. Mohamed, lui, il a la peur du rejet, donc il a peur d'aller vers Sabrina, parce que s'il va vers Sabrina, il peut se faire rejeter, et donc ça crée ce qu'on appelle un attachement distant, et donc Mohamed a tendance à éviter. Mohamed est plus dans l'évitement avec Sabrina. Donc ils sont dans ce cycle-là pendant des années. Et ce qui se passe, c'est que Sabrina, elle peut continuer comme ça pendant des années, parce que comme Sabrina, elle a peur de l'abandon, elle a peur de la douleur que va lui causer l'abandon, si Mohamed l'abandonne. Sabrina, elle est capable de patienter sur la douleur du rejet, parce qu'encore une fois, le rejet, c'est moins pire pour Sabrina que l'abandon. Donc elle est capable de supporter pendant des années, poursuivre et de se faire rejeter. Pour elle, même au début, sûrement, en fait, elle se dit que c'est vrai que ça fait mal de me faire rejeter, mais c'est pas pire que de ne rien faire et qu'à la fin, mon mari m'abandonne. Mais au bout d'un moment, en fait, tous ces mini-rejets que reçoit Sabrina, ils commencent à s'accumuler. Ils s'accumulent. Et donc la douleur, elle devient de plus en plus vive. Le fait d'être abandonné une fois,
c'est douloureux. 2 fois, c'est encore plus douloureux. 3 fois, c'est encore plus douloureux. 4 fois, c'est encore plus, et ainsi de suite. Et au bout du 1000e rejet, ça devient plus si certain pour Sabrina, en fait, que la douleur du rejet, constant, comme ça, et c'est pas pire que la douleur de se faire abandonner une fois par son mari. Au bout d'un moment, Sabrina, elle rentre dans une période de doute, une période d'ambivalence, où elle sait pas. Elle dit peut-être qu'en fait, le fait de partir, ce sera moins douloureux pour moi que le fait de rester. Et au bout d'un moment, à force de se faire rejeter, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc Sabrina, elle commence même à penser qu'en fait, ce sera moins douloureux pour elle de partir que de rester. Ce sera moins douloureux pour elle de se faire abandonner une fois, une bonne fois pour toutes, que de se faire rejeter encore tout le temps, et tout le temps, et tout le temps dans sa relation jusqu'à la fin de sa vie. Et si aujourd'hui ta femme veut partir, c'est probablement que vous êtes arrivé à ce point-là, toi et ta femme. Ta femme, c'est Sabrina, elle t'a poursuivi pendant des années. Pendant des années, elle a cherché la connexion. Toi, t'étais occupé. Toi, tu l'as évité jusqu'au jour où c'est devenu trop pour Sabrina. Et Sabrina, maintenant, elle pense que rester, ça va être plus douloureux pour elle et donc elle veut partir. À ce moment-là, en général, il se passe 2 choses dans les relations de couple. Première des choses, c'est que Sabrina, elle veut partir. Et donc, comme Sabrina, elle veut partir, forcément, elle commence à devenir de plus en plus évitante. L'autre chose, c'est aussi que parfois, à ce stade de la relation, quand une personne poursuit pendant des années, parfois, en fait, le fait de fuir et d'éviter, ça peut devenir une stratégie de poursuivi. Donc ça, c'est un paradoxe qu'on voit parfois. Mais ça peut arriver que les poursuivants, quand ils ont tout essayé, qu'ils ont l'impression d'avoir tout essayé pour avoir l'autre, et qu'ils n'arrivent pas à avoir la connexion avec l'autre, et que l'autre ne fait pas d'effort pour revenir, des fois le fait de fuir et d'éviter, ça devient une stratégie pour le poursuivant. Le poursuivant, il se dit en fait peut-être que si moi je pars et que je le menace de partir, peut-être que lui il va commencer à me courir après, et donc peut-être que j'aurai enfin l'attention et la connexion que je cherche depuis toutes ces années. Et probablement dans ton cas, dans ton mariage, c'est un mixte des deux. Maintenant, ce qui se passe au niveau de Mohamed, même chose, il a évité pendant des années, parce que Mohamed, il n'est pas à l'aise avec le fait d'aller vers sa femme, parce que, il y a un risque de se faire rejeter à chaque fois qu'il va vers sa femme. Donc, il n'est pas à l'aise avec le fait de dire ses émotions, de dire je t'aime, il n'est pas à l'aise avec le conflit, quand il y a des conflits, il préfère prendre ses distances, tout ça parce qu'en fait, le fait de montrer ses vulnérabilités à l'autre, c'est un risque de se faire rejeter. Et en général, ce qui se passe, c'est que quand Sabrina commence à vouloir quitter la relation, en fait, c'est une forme de rejet de la part de Sabrina. Et là où, à l'époque, la peur du rejet, elle était dans le fait d'aller vers Sabrina et répondre à ses demandes, maintenant, la peur du rejet, elle est dans le fait de laisser Sabrina partir. Parce que si Sabrina finit par décider de quitter la relation, après avoir été en relation avec Mohamed pendant 5, 10, 15 ans, alors qu'elle connaît très bien Mohamed, que c'est peut-être la personne qui connaît le mieux Mohamed, là aussi c'est une forme de rejet pour Mohamed. C'est même la forme de rejet ultime, parce que la personne qui a été dans ton intimité et qui te connaît, t'a vu, t'a connu et a décidé de te quitter et de te laisser. Et ça, parfois ça va faire que les évitants, ils vont poursuivre. Là où le fait d'éviter au début c'était pour une manière de ne pas se faire rejeter, ils évitaient parce que si tu vas pas vers l'autre, l'autre il peut pas te rejeter. En fait, à ce stade de la relation, si t'évites, ça va vouloir dire quoi? Ça veut dire que tu te fais rejeter. Parce que ça veut dire que ta femme qui t'a connu et qui te connaît, t'a vu, et en fait, elle veut plus de toi. Donc ça, c'est pas de l'abandon, ça, c'est du rejet. Et donc, ça fait que parfois, les évitants, ils vont commencer à poursuivre. Lorsque le partenaire avec qui ils ont un mariage pendant de longues années décide de quitter le navire et de partir, ça va donner envie à l'évitant de poursuivre. Pas parce que l'évitant a forcément une peur de l'abandon, même si, comme je vous ai dit, on a tous une petite peur de l'abandon, mais c'est cette peur du rejet qui va faire que le poursuivant, il va poursuivre. Parce que ça, c'est le rejet ultime. Le rejet d'une personne qui t'a connu et qui a décidé de te quitter, ça, c'est la forme de rejet ultime. C'est le fait de se dire, en fait, si quelqu'un qui m'a connu aussi intimement décide de me quitter, là c'est vraiment un rejet total, en fait, de ma personne. Et donc, en général, quand on arrive à ce stade de la relation, quand Sabrina décide de partir, Sabrina devient l'évitante et Mohamed devient le poursuivant. Mais Sabrina, elle ne devient pas l'évitante parce qu'elle a peur du rejet. Elle devient l'évitante parce que c'est de cette manière-là que se montre sa peur de l'abandon. Et Mohamed ne devient pas poursuivant parce qu'il a peur de l'abandon. Mohamed devient poursuivant parce que c'est comme ça qu'à ce stade de sa relation se manifeste sa peur du rejet.
Maintenant, je vais t'expliquer quel est le seul bon conseil que tu vas trouver sur Internet et pourquoi tu dois respecter ce conseil. Avant de te montrer bien sûr les 3 erreurs à ne pas faire et pourquoi tu ne dois pas chercher à devenir irremplaçable et devenir le meilleur partenaire sur le marché, ou pourquoi la clé du succès pour toi, c'est pas de chercher à mieux contrôler tes émotions, je vais t'expliquer tout ça. D'abord, je vais te dire quel est le seul bon conseil que tu vas trouver sur le marché et pourquoi tu dois suivre ce conseil. Et le conseil en question, c'est le fait de rester calme, de donner son espace et de ne pas la poursuivre. Ça, c'est absolument vrai. Si ta femme vient te voir et te dit « je veux partir » ou « je réfléchis à notre relation » ou « je suis plus sûr que je veux rester avec toi », tu dois rester calme, tu dois lui donner ce qu'elle veut, c'est-à-dire son espace, lui dire « pas de souci » et tu dois surtout pas la poursuivre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et si tu as déjà vu des conseils dans le genre sur YouTube, en fait, tu vas voir que c'est peut-être pas pour la raison pour laquelle eux, ils pensent. Ils donnent un bon conseil, je suis pas sûr qu'ils le donnent pour les bonnes raisons, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est totalement vrai, qu'il faut que tu restes calme, donner son espace et pas la poursuivre. La première raison pour laquelle tu dois absolument pas la poursuivre et que tu dois lui donner son espace, c'est que toi, en fait, ce que tu essayes de faire pour améliorer ta relation, c'est rendre ta relation sécure. La raison pour laquelle tu en es arrivé là, souviens-toi du cycle, c'est parce que vous êtes dans un cycle d'une relation insécure. Le cycle de relation insécure, ça fait qu'en fait vous êtes déconnectés, vous êtes ensemble mais vous êtes seuls, et vous êtes de plus en plus seuls au fur et à mesure de la relation, ce qui fait que vous souffrez de plus en plus dans votre relation, ce qui fait qu'au bout d'un moment la relation elle a pas tenu et que ta femme elle a voulu partir. Donc toi maintenant, si tu veux guérir de cette relation et que tu veux que ça aille mieux, il faut que tu rendes la relation sécure. Or, si tu passes d'évitant à poursuivant, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu vas faire un mouvement d'une relation insécure à une relation insécure. Je te remontre avec notre cycle. Dans notre cycle, toi, tu étais la personne qui évitait. Donc, t'évites. Quand t'évites, ta femme, sa peur de l'abandon, elle s'active. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'elle déclenche une émotion secondaire, de la colère, de la frustration, de l'agacement ou autre, qui déclenche chez elle une réaction, par exemple, où elle te critique, qui fait que toi, à ton tour, tu vas réagir en prenant plus de distance et ainsi de suite. Donc ça, c'était une relation insécure dans laquelle tu étais la personne qui évite et ta femme, c'était la personne qui poursuivait. Imagine maintenant que ça devient le contraire. C'est toi qui poursuis. Donc toi, tu poursuis ta femme. Quand tu poursuis ta femme, tu commences à la critiquer ou autre, tu commences à être désespéré et à trop la poursuivre. Mais ta femme aussi, comme j'ai dit, elle a aussi une certaine peur de rejet. Imagine maintenant que ça devient le contraire. Si c'est toi qui commences à être la personne qui poursuit dans la relation, en fait, tu vas rester dans un cycle négatif. Tu vas rester dans une relation insécure. C'est juste toi qui vas devenir le poursuivant et c'est ta femme qui va devenir l'évitante. Donc, tu vas jamais sortir, en fait, de cette relation insécure. Tu vas juste échanger un modèle de relation insécure vers un autre modèle de relation insécure et ça reste une relation dans laquelle vous allez tous souffrir. Parce que dans la relation insécure, il n'y a pas que la femme qui poursuit qui souffre. Il y a aussi le mari qui évite et qui se fait tout le temps critiquer par le partenaire et qui doit gérer les émotions incontrôlables du partenaire. Je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Je pense que pendant toutes ces années, c'était pas la joie pour toi et d'avoir un partenaire qui te critique ou qui a des émotions que tu n'arrives pas à contrôler. Et faut pas que ça devienne la même chose pour ta femme parce que comment tu as réagi pendant toutes ces années? Est-ce que tu as bien réagi? Est-ce que ça t'a aidé à aller vers ta femme? Est-ce que ça t'a aidé à construire un bon couple? Non, ça doit pas devenir ça pour ta femme. Donc, faut pas que tu fasses un mouvement d'une relation insécure vers une relation sécure. Et donc, toi, la solution, c'est que tu dois ni continuer à être un évitant, ni commencer à devenir le poursuivant. Tu dois faire un mouvement d'une relation insécure à une relation, et on t'expliquera plus tard qu'est-ce que ça veut dire exactement. La seconde raison pour laquelle tu dois rester calme, donner l'espace que te demande ta femme, est parce que ta femme, elle est encore attachée à toi, et elle est encore amoureuse de toi. Ta femme, elle n'est pas détachée. Ta femme, elle est juste désespérée. Si ta femme aujourd'hui veut partir, c'est parce qu'elle est désespérée, parce qu'après toutes ces années, elle n'arrivera pas à avoir ce qu'elle veut, qu'elle continuera à se faire rejeter et encore, et que ça devient trop douloureux. Et donc en fait, elle est bloquée entre la douleur du rejet ou la peur de se faire abandonner. Et puis de toute façon, c'est un petit peu comme si tu l'avais déjà abandonné, parce que toi, pendant toutes ces années, t'as pas forcément répondu à ses demandes. Donc aujourd'hui, ta femme, si elle part, c'est pas parce que elle t'aime pas, c'est pas parce qu'elle est détachée. Même si tu en as peut-être la pression, ça c'est autre chose. Mais je peux te dire qu'en vrai, elle n'est pas détachée ta femme. Elle est juste désespérée. Et donc toi, en fait, t'as pas besoin de la reconquérir, ta femme. T'as pas besoin de la poursuivre pour la reconvaincre, ta femme. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est réussir à lui donner de l'espoir et lui montrer qu'il y a de l'espoir dans la relation. Et ça, tu lui montreras pas, encore une fois, en ayant une autre relation insécure ou autre. Ça, c'est pas comme ça que tu vas réussir à le faire. Et donc, si ta femme, elle veut partir aujourd'hui, c'est pas qu'elle te rejette,
c'est parce qu'elle t'aime trop. Ça aussi, il faut que tu le comprennes. Si ta femme, elle veut partir aujourd'hui, en fait, toi, tu as envie de la poursuivre parce que tu te dis, elle est en train de me rejeter après m'avoir connu. Après m'avoir connu, elle décide de me rejeter. Et cette peur du rejet, elle se déclenche chez toi. Mais la vérité, c'est que c'est pas un rejet de la part de ta femme. Ta femme, elle est pas en train de te rejeter. Elle part pas parce qu'elle veut te rejeter et pas qui tu es. Elle part parce qu'elle t'aime trop. Et comme elle t'aime trop, rester dans cette relation toxique et insécure, c'est trop douloureux pour elle. Et ça devient tellement douloureux que pour elle, la douleur de la séparation, elle devient peut-être préférable à la douleur de rester avec toi. C'est de l'amour qui la fait partir. Comme c'est de l'amour qui la fait partir, t'as pas besoin de la poursuivre, chercher à la reconquérir ou chercher à la convaincre. Elle t'aime déjà, elle n'est pas détachée, elle est juste désespérée. Qui veut dire qu'aujourd'hui, ta femme, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'espoir, elle a besoin de bonheur avec toi, elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que toi, tu n'as pas besoin de changer, de devenir une autre personne, ce qui me ramène d'ailleurs au premier conseil que tu vois souvent. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne, tu n'as pas besoin de devenir même une meilleure personne. Tu as besoin de lui montrer et d'agir d'une manière où elle voit qu'il y a de l'espoir et qu'elle peut être heureuse avec toi. C'est tout. La dernière raison pour laquelle tu dois rester calme, donner son espace à ta femme et ne pas la poursuivre, ta femme, c'est que l'être humain, de manière générale, il a ce qu'on appelle un besoin d'autonomie. Donc ça a été déterminé par un chercheur qui s'appelle Richard Ryan. Et je suis pas forcément d'accord avec tout ce que disent les chercheurs de la Self-Determination Theory. Par contre, ce qui est intéressant avec Richard Ryan, c'est qu'ils ont fait des milliers d'études. Et ils ont montré que constamment, quand une personne fait quelque chose sans être forcée, elle est toujours plus heureuse que quand elle est forcée et qu'elle se sent forcée de faire la chose. Ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, si tu forces ta femme à revenir, elle risque d'être plus malheureuse qu'autre chose avec toi. Et en fait, ça veut dire que tu peux pas forcer quelqu'un à être dans une relation avec toi et en même temps qu'elle soit heureuse. Concrètement, le seul moyen pour toi de réussir à redonner du bonheur dans ton mariage, et encore une fois, on a dit que ta femme elle a besoin d'espoir et de bonheur, pas d'autre chose, et ben en fait, c'est qu'elle revienne d'elle-même dans le mariage. Et encore pire, si elle a le sentiment que tu cherches à la forcer à rester, ça risque de faire une réaction contraire. Moi, c'est ce que j'appelle une réaction claustrophobique. Que c'est qu'une réaction claustrophobique? Je vais te donner un exemple tout simple. Imagine que toi, tu es avec ta famille et que vous décidez de prendre une belle villa, une villa de rêve, et vous décidez de faire la fête dans cette villa de rêve. Vous êtes en famille, vous passez un très bon moment dans cette villa, il y a tout ce que vous voulez dans cette villa. Vraiment, vous voyez la villa sur la photo, c'est une villa de rêve, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans, etc. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui essaye de sortir, d'aller dehors, et il se rend compte qu'en fait, la porte, elle est verrouillée, et qu'il n'y a aucun moyen d'aller dehors. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va probablement déclencher une réaction de panique, et tout le monde va vouloir sortir. Tout le monde va être désespéré de sortir de cette villa. Pourtant, 5 minutes plus tôt, vous étiez en train de kiffer dans cette villa, et vous comptiez pas du tout sortir de la villa. Pour vous, c'était là sur l'année, vous étiez en train de faire la fête et vous étiez super content de rester dans cette vie-là. Ça montre une chose, c'est qu'on peut être super bien dans quelque chose, on peut être super bien dans une relation, on peut être dans la plus belle maison au monde. À la minute où l'être humain il a l'impression qu'il peut plus en sortir comme il veut, et ben à ce moment-là, ça devient insupportable pour lui de rester dans cette relation ou dans cette maison. Peu importe que ce soit la meilleure relation du monde. Et donc concrètement, si toi, ta femme, elle se sent forcée à rester dans ta relation, ça va créer une réaction claustrophobique. C'est-à-dire, tu peux faire le meilleur couple au monde, le meilleur mariage au monde. En fait, ça peut créer une réaction de panique, ça peut faire qu'elle veut désespérément partir. Et donc en fait, tu vas juste accélérer le divorce et la rupture. Alors que si toi, tu lui avais donné son espace, tu aurais eu beaucoup plus de temps pour travailler et essayer d'arranger les problèmes. Je vais maintenant parler des 3 grands conseils qu'on voit beaucoup sur Internet et qui sont faux ou alors qui sont à rectifier et à corriger. Le premier, c'est le fait de dire que si tu veux récupérer ta femme, donc faut lui donner de l'espace. Et ils vont te dire quoi? Ils disent pendant que tu lui donnes l'espace, travaille sur toi-même et deviens irremplaçable. Et donc ça, je vais utiliser la neuroscience pour t'expliquer pourquoi en fait c'est un mauvais conseil. Pourquoi ils te disent que tu dois devenir irremplaçable? Ils te disent que tu dois devenir irremplaçable, comme ça, elle cherche pas quelqu'un d'autre sur le marché, elle cherche pas un autre homme parce qu'elle sait qu'elle pourra pas trouver mieux que toi. Cette idée-là, elle se base sur plusieurs erreurs que je vais t'expliquer. La première des choses, c'est que les recherches en neurosciences, elles montrent que lorsqu'une personne tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, elle va passer par 3 étapes. La première étape, c'est un petit peu complexe comme mot, mais c'est ce qu'on appelle l'étape de la proceptivité sélective. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que concrètement, le cerveau, sur des millions de partenaires potentiels, il va
pour des raisons ou une autre, commence à se concentrer sur un seul partenaire et pas deux. Et donc, qu'est-ce qui fait que d'un coup, le cerveau, il va commencer à se concentrer sur une personne parmi des millions de potentiels partenaires? Et ben ça, c'est une question extrêmement complexe et c'est un phénomène qu'on appelle la proceptivité sélective. En gros, c'est le moment où le cerveau, il va décider avec qui il veut commencer à se projeter pour une relation. Quand cette étape, elle est passée, on passe à la seconde étape qui est l'étape de l'infatuation. Et donc, en fait, c'est le moment où le cerveau, il va créer ce lien et cet attachement. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, le cerveau, il est bombardé d'une hormone qu'on appelle la dopamine. Il y a des circuits dans le cerveau qu'on appelle les circuits dopaminergiques. En général, c'est les circuits de la motivation et de la récompense. C'est les circuits qui sont mobilisés quand tu es extrêmement motivé pour avoir quelque chose. Ces circuits-là vont se réveiller. Et en fait, c'est cette période du début de la relation où tu es ultra motivé d'apprendre à connaître ton partenaire, de passer du temps avec ton partenaire, plus que ça encore, d'être intime, romantique avec ton partenaire, même de faire des sacrifices pour ton partenaire. Donc ça, c'est la période qu'on appelle l'infatuation. Parfois, dans le monde populaire, on appelle ça la période lune de miel de la relation de couple. Et la dernière étape par laquelle passe son cerveau dans les relations amoureuses, l'attachement, c'est d'autres circuits dans le cerveau. C'est les circuits qui font que tu as envie de garder cette personne dans ta vie, que tu as envie d'avoir une connexion avec cette personne, que tu as envie d'être intime avec cette personne, que cette personne te calme, etc. Ça, pourquoi est-ce que le cerveau passe par l'attachement? Parce que ça sert à maintenir justement le lien. Donc le cerveau, il passe par ces trois étapes. La première étape, c'est il va sélectionner avec qui il veut faire cette chose-là, avec qui il veut créer un lien et maintenir le lien. Ensuite, il y a l'étape où il va créer le lien. Et ensuite, il y a l'étape où il va le maintenir, ce qu'on appelle l'attachement. Ça veut dire une chose concrètement, ça veut dire que ta femme, elle est déjà séduite. Et à ma connaissance, il n'y a pas de recherche scientifique qui montre qu'une personne, elle peut être séduite deux fois ou qui a besoin de refaire ce truc-là de séduction. C'est-à-dire ta femme qui veut partir, son cerveau, il est déjà passé par cette étape de te choisir parmi des millions et des millions de partenaires potentiels et de créer un lien d'attachement avec toi. Donc il n'y a pas besoin en fait pour son cerveau de repasser par cette étape d'infatuation et de recréer ce lien d'attachement. Ce qui veut dire que c'est pas une question de devenir irremplaçable ou de devenir un bon partenaire sur le marché, parce qu'en fait t'as pas besoin de la reséduire, ta femme elle a déjà été séduite. Ta femme, elle est dans la phase d'attachement. Elle n'a pas besoin d'être séduite par toi. Elle a besoin de voir qu'elle peut avoir une connexion avec toi, une connexion sécure, qu'elle peut rester avec toi, que tu peux répondre à ses besoins et que tu peux répondre à sa détresse. Et donc, en fin de compte, tout ce truc-là de travailler sur toi-même pour devenir irremplaçable, en fait, c'est quelque chose d'inutile. C'est pas quelque chose d'utile. Tu vas passer beaucoup de temps à essayer de devenir quelqu'un de plus séduisant, alors qu'en fait, elle a pas besoin d'avoir quelqu'un de plus séduisant du tout, parce qu'elle est déjà séduite. Et ça, c'est vrai, même si tu as beaucoup changé depuis le début du mariage. Des fois, on a des hommes qui ont pris 10, 20, 30 kilos. Ça reste vrai. Par contre, évidemment, si tu as pris 20, 30 kilos, etc., ça peut pas faire de mal de faire du sport et de redevenir athlétique. L'autre raison pour laquelle je pense que ce conseil, il est pas forcément très bon, surtout pour les musulmans, c'est qu'on oublie une chose. C'est que ton risque, il ne dépend pas de toi-même. Ton risque, il ne dépend pas de à quel point tu es un bon partenaire sur le marché, à quel point tu es séduisant, à quel point tu peux ramener des femmes si tu veux, ou à quel point tu es la meilleure version de toi-même. Ton risque, il dépend d'Allah, il dépend de ton Seigneur. Et donc, c'est pas en cherchant à devenir un meilleur partenaire sur le marché que ton risque va venir. Or, ta femme, c'est un risque, c'est une subsistance, ta femme. Le bonheur, une bonne relation avec ta femme, c'est une subsistance. Donc, je pense que ici, après, c'est des non-musulmans souvent qui donnent ces conseils, donc ils voient pas cet aspect des choses-là. Mais ici, ils se concentrent sur la mauvaise cause. La première des causes qui va faire que tu vas retrouver ta femme, c'est la générosité d'Allah et rien d'autre. Et donc, tu devrais plutôt faire des efforts pour essayer de mériter le secours d'Allah et de mériter la générosité d'Allah plutôt que de faire des efforts pour devenir irremplaçable, pour séduire une femme que tu as déjà séduite. En fait, c'est ridicule. La dernière raison pour laquelle c'est pas forcément utile de travailler sur toi-même pour devenir irremplaçable, c'est un vieux débat scientifique dans le monde de la thérapie de couple, qui est le débat de la vision dyadique de la thérapie de couple versus la vision individuelle de la thérapie de couple. Je vais t'expliquer le débat très simplement. D'un côté, il y a ceux qui disent que pour arranger les problèmes de couple, il faut travailler sur la relation, donc il faut travailler sur ça ici, au milieu, et améliorer ce truc-là, améliorer la relation. De l'autre côté, il y a ceux qui disent que non, pour avoir une meilleure relation, il faut que chacun fasse un travail sur lui-même, et donc il faut que Mohamed devienne une meilleure personne, il faut que ici Sabrina devienne une meilleure personne. Et automatiquement, si chacun devient une meilleure personne, la relation elle deviendra meilleure également. Donc ça, c'est un vieux débat. En fait, le grand vainqueur de ce débat, c'est ici
la vision dyadique. C'est eux les grands vainqueurs du débat. Et donc la plupart des études scientifiques, elles montrent aujourd'hui que, en fait, il n'y a pas de preuve que ça marche. Il n'y a pas de preuve que quand chacun travaille sur lui-même, la relation devient automatiquement meilleure. Par contre, les recherches scientifiques, elles montrent qu'effectivement, quand tu fais un travail sur la relation, la relation, elle devient meilleure. Ce qui veut dire qu'en fait, tu peux travailler autant que tu veux sur toi-même. Il n'y a pas de preuve scientifique qui va montrer que la relation, elle devient meilleure. Au contraire, les preuves scientifiques, elles montrent que c'est sur la relation que tu dois travailler si tu veux que ta relation, elle devienne meilleure. Ce qui peut paraître intuitif, mais il y a beaucoup de monde qui pense que ça. Il y a beaucoup de monde qui disent, ouais, faut que chacun fasse un travail sur son côté et on sera plus heureux. Or, aujourd'hui, la science, elle montre que c'est pas forcément le cas. Et donc, pour en revenir au point de départ, bah, ok, tu vas travailler sur toi-même, mais ça va pas arranger la relation. Or, la raison pour laquelle ta femme est partie, c'est pas parce qu'elle t'aime pas, encore une fois, c'est parce qu'elle t'aime trop, mais que la relation, elle est trop mauvaise et que donc ça la fait souffrir. Donc, à quoi ça sert de travailler sur toi-même? En sachant que ça va probablement pas améliorer la relation. Il faut travailler directement sur la relation. Il faut pas chercher à travailler sur toi et devenir irremplaçable. Je vais passer à la seconde erreur courante, qui est le fait de dire que pendant que tu laisses de l'espace à ta femme, tu dois apprendre à contrôler tes émotions. Et en général, ils vont vous donner tout un tas de techniques pour apprendre à mieux contrôler tes émotions. Je vais dire pourquoi c'est pas prioritaire, pourquoi c'est la voie difficile, pourquoi parfois c'est même pas conforme avec l'islam. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que quand on te dit d'apprendre à contrôler tes émotions, en fait, le fait de réguler tes émotions, de contrôler tes émotions, ça se divise en deux en psychologie. Ce qu'on appelle l'autorégulation et ce qu'on appelle la co-régulation. Pour faire simple, l'autorégulation, c'est quand tu arrives à gérer ton stress, calmer tes émotions quand tu es tout seul. Et la co-régulation, c'est quand tu arrives à le faire quand tu es en présence de quelqu'un d'autre. Il y en a qui sont plus à l'aise avec l'autorégulation, ils ont besoin d'être seuls pour contrôler leurs émotions, pour redevenir calmes. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils ont besoin de co-régulation. Ils ont besoin d'être en présence de quelqu'un d'autre. Et non, en général, les gens qui sont fonctionnels, ils ont les deux. Et donc, eux, en général, quand en fait, ils te parlent d'apprendre à contrôler tes émotions, ils parlent de ça, eux. Ils parlent d'autorégulation. Ils disent, ouais, en fait, il faut que tu apprennes à mieux contrôler tes propres émotions. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que si tu veux réussir à apprendre à avoir cette autorégulation, eux, ce qu'ils disent, c'est que tu as besoin d'entraînement. Et donc, en fait, il faut que tu apprennes des techniques, il faut que tu fasses de la méditation, il faut que tu changes ton rythme de vie, tout un tas de choses. Et avec ça va venir l'autorégulation. Et la vérité, c'est que c'est non. Donc là, je vous cite Alan Shore, qui est un grand spécialiste du sujet. C'est probablement le plus grand chercheur sur le sujet. Et qui, depuis les années 60, fait des études. C'est un neuroscientifique qui fait des études justement sur comment est-ce que le cerveau, il développe cette capacité de l'autorégulation. Et lui dit non, c'est pas avec des techniques de respiration, avec de l'entraînement, de la méditation. À la base, le cerveau, il développe justement cette capacité de l'autorégulation autrement. Ce qui se passe, c'est que quand tu étais petit, tu étais un bébé. Donc là, je vais te le faire comme ça. Quand tu étais un petit bébé, tu n'arrivais pas à te réguler tout seul. Et ce qui se passe, c'est chez l'être humain, c'est qu'en général, le bébé, il a besoin de quelqu'un d'autre pour le réguler. En général, c'est sa mère. Donc il a une mère. Cette mère, elle est là pour aider bébé à réguler ses émotions, ses affects, sa tristesse, son stress et ses besoins. Et ce que dit Alan Shore, c'est que quand la mère, elle fait ce travail-là, quand la mère de bébé, elle fait ce travail-là de réguler ses besoins, qu'est-ce qui se passe? Le bébé, il fait l'expérience de ça. Il fait l'expérience de la co-régulation. Et donc, il fait cette expérience de qu'est-ce que ça fait que de se calmer, qu'avoir ses émotions qui se calment, qu'avoir son stress qui se calme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu fais cette expérience-là, plus tu arrives à le faire, même quand il n'y a pas quelqu'un d'autre avec toi. Et donc, pourquoi est-ce que tu arrives à le faire, même quand il n'y a pas quelqu'un d'autre avec toi ensuite? Ça, c'est un sujet de débat. Certaines personnes y pensent que c'est un peu comme une mémoire musculaire. Donc, comme tu sais, quand tu répètes un mouvement beaucoup de fois, après, il devient automatique. Donc, il y en a, ils pensent que c'est ça. D'autres, ils pensent que c'est en fait bébé. Enfin, en général, c'est plus un bébé à ce moment-là, c'est déjà un enfant. Mais bébé, après, il développe la capacité d'avoir accès. Donc, il développe la capacité de penser à sa maman sur commande. Et à chaque fois qu'il pense à maman, en fait, ça régule ses émotions. Il y a plusieurs théories sur pourquoi est-ce que ça fonctionne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est évident. C'est que d'après Alan Shore, c'est comme ça que tu apprends à autoréguler tes émotions. Donc, c'est pas en faisant de la méditation, c'est pas en faisant des techniques, inspiration, etc. Je dis pas que ça, c'est pas des techniques qui t'aident, ouais, mais c'est du tout instinctif et c'est pas du tout automatique. Ce qui veut dire, c'est la voie difficile, en fait. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu auras du stress, que ta femme, elle va te crier dessus, tu vas faire quoi? Tu vas respirer, tu vas faire de la méditation, tu vas dire, attends une seconde, faut que je médite. Tu peux pas. C'est pas la voie automatique, c'est pas la meilleure voie pour obtenir
l'autorégulation de tes émotions, pour apprendre à contrôler tes émotions. Donc, il ne faut pas que tu entraînes le contrôle de tes émotions, il te faut une meilleure relation. C'est quand tu auras une meilleure relation que en fait, tu vas pouvoir apprendre à mieux contrôler tes émotions. Tes émotions, elles seront automatiquement mieux contrôlées quand tu auras une meilleure relation. Ce qui m'amène au point suivant, c'est que une relation sans co-régulation, elle est nulle. Pourquoi est-ce que tu te maries si c'est pas pour que la personne te fasse te sentir en paix? Que quand tu es avec la personne, tu te sens bien. Si à chaque fois que tu es avec la personne, tu es obligé de faire des exercices de respiration, de méditation, pourquoi tu es avec elle en fait? C'est pas ça le but d'une relation. Allah, dans le Coran, il dit quoi? Il dit que il nous a créé d'une seule âme et il a créé de cette âme son épouse afin qu'il trouve la tranquillité en elle. Donc le but de la relation, c'est de trouver une tranquillité avec la personne. Je comprends pas l'intérêt d'une relation où, comme ils disent, tu dois t'entraîner à contrôler tes émotions. Le but d'une relation, c'est chacun calme l'autre. On est dans un cercle vertueux dans lequel chacun se fait du bien. C'est ça le but d'une relation. Donc je vois pas du tout l'intérêt de dire aux gens entraîne-toi via, je sais pas, des exercices de restructuration mentale, des exercices de respiration ou autre. C'est un très mauvais chemin à prendre. Et enfin, là où ils se trompent, tout simplement, mais ça me ramène un peu à tous ces autres points que je viens de traiter, c'est qu'en fait, c'est pas un problème d'autorégulation, c'est un problème d'attachement, encore une fois. Le problème, c'est que vous étiez dans un cycle où c'est pas un problème d'autorégulation, c'est un problème d'attachement. Le problème, c'est que vous êtes dans un cycle où vos réactions, ça déclenchait, ça réveillait la peur du rejet de l'autre ou la peur de l'abandon de l'autre. Vous en êtes pas là parce que vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions. Vous en êtes là parce que vous avez des réactions qui déclenchent la peur de séparation de l'autre. C'est pas le contrôle des émotions, le problème qui vous en a ramené là aujourd'hui. Vous pourriez être des moines entraînés à la méditation pendant des années, pendant des décennies, ça aurait rien changé. Parce que tout ce que ça fait, c'est que vous auriez une relation sans attachement et donc vous seriez juste plus patient. Vous serez dans une relation pourrie, mais plus patient. Donc c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Au contraire, il faut apprendre, pas forcément à contrôler tes émotions, mais il faut apprendre à agir d'une autre manière, d'une manière qui déclenche pas la peur de l'abandon de ta femme. Puis j'en arrive au dernier conseil que tu vois souvent sur internet, le conseil mystère, que je pense que c'est pas un très bon conseil. En tout cas, comment il est présenté, c'est pas bien présenté. C'est le fait de te détacher du résultat. Alors, reste avec moi parce que c'est important que je t'explique ce point-là. Si eux, ce qu'ils veulent dire, qu'il faut que tu te concentres sur le chemin, donc que tu ne te concentres pas juste sur le fait de faire revenir ta femme ou le fait de faire quelques actions rapides qui vont donner l'impression à ta femme que tu as une meilleure relation et que tu as changé, ils ont raison. Le but, c'est pas juste de réussir à ramener madame à la maison et après on abandonne tous les efforts. Non. Le but, c'est d'apprendre à avoir une meilleure relation et à apprécier avoir une meilleure relation pour que ce soit constant. Sur ça, on est d'accord. Et un autre point sur lequel ils ont raison, c'est quand tu te concentres trop sur le résultat, après, tu es vite désespéré. Si madame, elle revient pas au bout de 5 jours ou au bout d'une semaine, tu es vite désespéré. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que tu changes ton style de vie, en fait. Il faut que tu changes tes habitudes, il faut que tu changes les choses en profondeur pour que ce soit pas juste quelque chose qui sera là tant que madame veut partir et qui reviendra quand madame va revenir. Sur ça, on est 100% d'accord. Là où je pense qu'il y a un problème dans cette formulation, c'est à la question de détachement. Souvent, ce qu'on pourrait penser, c'est que détache-toi du résultat. C'est quoi le résultat? C'est ma femme, donc il faut que je me détache de ma femme. Et ça, c'est une approche qui est extrêmement dangereuse. Je vais commencer déjà par définir qu'est-ce que c'est que l'attachement, parce que ça, c'est même un conseil qu'on voit beaucoup religieusement. Il y a beaucoup de gens qui te disent il faut que tu te détaches, de la dunya, il faut que tu arrives à atteindre le détachement. Quand on parle d'attachement en psychologie, ça veut dire vouloir une connexion répétée avec la même personne. C'est ça que ça veut dire. C'est évidemment pas haram, bien sûr, de vouloir une connexion répétée avec la même personne. C'est naturel de vouloir une connexion répétée avec ta famille, ta femme, tes enfants, etc. La définition de l'attachement qui est problématique, c'est le fait de dépendre d'une personne au point où tu peux pas vivre sans elle. Et oui, il y a des gens, ils sont tellement accros à leur partenaire que si le partenaire il est plus là, ils désespèrent et ils pensent qu'ils peuvent plus vivre, voire pire, ils sont tentés d'aller plus loin et d'en finir. Non, évidemment que ce type d'attachement-là, oui, c'est cet attachement-là qui est blâmable. On est bien d'accord. Mais quand on parle d'attachement, on parle de vouloir une connexion répétée avec la même personne. Donc parfois, les gens, ils entendent, oui, l'attachement, c'est pas bien. Et donc, ils cherchent le détachement. C'est-à-dire le fait d'être désintéressé, de ne pas vouloir avoir de connexion répétée avec la même personne.
Ça, je vais te montrer pourquoi c'est dangereux, parce qu'en fait, c'est un extrême. Nous, les musulmans, on doit être au juste milieu. On doit être au juste milieu. Et donc là, si tu as un chemin où au bout, tu as l'attachement sécure, donc toi, toute ta vie, tu as été là. Ça, c'est la situation, on va dire, c'est une sorte de feu. Ça, c'est une sorte de feu. Toute ta vie, toi, tu as été là avec ta femme. Le fait d'aller ici, là, dans le détachement, ça, en fait, c'est un autre problème aussi. Tu dois pas rentrer dans le détachement. Tu dois entrer dans l'attachement sécure. Tu dois être entre les deux. Tu es dans un attachement qui vous fait du bien. Pas un attachement dans lequel vous avez toujours l'impression que l'autre va partir et que vous êtes toujours dans de mauvaises réactions. Donc, attention, oui, il faut que tu fasses ce chemin-là. Mais attention à ne pas faire le chemin trop loin et ne pas aller dans le détachement. Parce que le détachement, les relations où il y a du détachement, c'est les pires relations qu'il y a. Clairement. Je le dis de mon expérience, mais c'est même logique avec la recherche scientifique aujourd'hui. Une relation, quand il y a un détachement, c'est des relations extrêmement équilibrées. En fait, ça fait ce que tu as vécu là, un attachement sécure, mais en 2 fois pire. Parce que là, ça veut dire que toi, tu seras tellement détaché qu'en fait, ta femme, sa peur de l'abandon, elle va être décuplée encore pire. Il y aura des réactions encore pires. Elle partira encore plus vite. Donc toi, tu ne dois pas aller dans le détachement de ta femme. Au contraire, l'attachement que tu as avec ta femme, il est important. Mais tu dois avoir un attachement sécure, c'est-à-dire un attachement dans lequel il y a cette confiance, dans lequel le fait que l'autre va rester avec toi et que toi, tu vas rester avec elle, et dans lequel vous arrivez à être ensemble sans que chacun ait tout le temps peur, soit de se faire rejeter, soit de se faire abandonner par l'autre. Et pour terminer, la dernière raison pour laquelle cette question de chercher le détachement, elle peut être dangereuse, qu'en fait, et donc ça, on en parlera dans la vidéo où je te montrerai les solutions concrètes de ce que tu dois faire actuellement, mais en fait, probablement si ta femme elle fait partir et que tu es sur cette vidéo aujourd'hui, surtout si tu es resté aussi longtemps dans la vidéo, c'est probablement que tu es en train de souffrir de deuil. Or, quand il s'agit de deuil, il y a plusieurs manières de gérer le deuil, et une manière de gérer le deuil qui a été étudiée scientifiquement et qui est extrêmement problématique, c'est ce qu'on appelle avoidant coping. C'est quand on gère le deuil et la perte de la personne en essayant de réécrire l'amour qu'on avait pour cette personne et l'attachement qu'on avait pour cette personne. Et les études scientifiques, elles montrent que quand tu fais ça, c'est associé avec plus de dépression, problèmes de santé, trauma, c'est associé avec énormément de problèmes. Ça, c'est quelque chose qui a été étudié en détail par Mary Frances O'Connor, qui est une des spécialistes mondiales de la neuroscience du deuil, c'est-à-dire qu'elle a interviewé énormément de personnes en deuil et elle les a mis sous une IRM pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. La pionnière même de ce truc-là, c'est la première à avoir commencé vraiment à ouvrir un laboratoire dans lequel elle regarde qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui sont en deuil. Et clairement, ce qu'ils ont pu voir, c'est que le avoidant coping, c'est dangereux. C'est quelque chose qui va te faire des problèmes de santé mentale et des problèmes de santé physique. Et donc toi, faut pas que tu rentres dans ce truc-là de détachement. Tu vas essayer de réécrire l'amour que tu as pour ta femme. Ta femme, elle veut partir. Tu l'aimes, c'est totalement normal. Tu as travaillé des années pour elle, tu as travaillé des années pour ta famille. Tu as été dans une relation, faut le dire, pourrie pendant des années, mais c'est pas pour autant que tu l'aimais pas. Et c'est pas pour autant qu'elle n'est pas importante pour toi. Et donc chercher à réécrire cette histoire, en fait, ça va plus te causer des problèmes de santé mentale qu'autre chose. Et donc, faut pas que tu tombes dans ce trou-là. Donc, quand ils disent détache-toi du résultat, ça dépend qu'est-ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend de te concentrer sur le chemin, d'améliorer ta relation, sans te précipiter, d'avoir des réponses et des résultats tout de suite? Si c'est le cas, oui, on est d'accord. Tu dois être patient et ne pas attendre des changements immédiats, forcément. Et tu dois apprendre à apprécier le fait d'améliorer ta relation. Est-ce que ça veut dire que tu dois apprendre à te détacher de ta femme? Est-ce que c'est ça qu'on veut dire? Dans ce cas, c'est un chemin qui est extrêmement dangereux. C'est un chemin qui est extrême et qui risque de te faire une relation encore pire que ce que tu avais avant. Merci de m'avoir écouté. Si tu as apprécié cette vidéo, je te donne tout ça gratuitement et je te demande rien en retour. Par contre, si ça t'a été utile, partage-le autour de toi parce que ça peut être utile pour d'autres personnes. C'est tout ce que je te demande. Je te demande aussi de me partager tes impressions en commentaire. Donc, laisse un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça va me permettre peut-être d'améliorer mon contenu. Et si tu as des questions ou d'autres sujets que tu veux que je traite, laisse-le en commentaire. Ça me donnera aussi les indications de qu'est-ce que je peux faire pour mieux vous aider. Assalamu alaikum wa rahmatullah.